Donc, d'après ce que j'ai compris, la séance d'aujourd'hui, elle déroge un petit peu à vos habitudes. À la fois, du coup, parce que vous discutez rarement d'articles en sciences humaines et sociales et à la fois parce que, du coup, je suis invitée à vous parler de mon propre article alors que habituellement, je crois que vous faites sans les auteurs. Donc, vous me direz, du coup, si ça répond un peu à ce que vous attendiez de cette invitation. C'est plutôt qu'on Donc, n'a pas c'est... chance Pardon? d'avoir c'est plutôt qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir des auteurs avec nous. On est Ok, fichier présenté. super. Du coup, c'est un article qui s'intitule Des enquêtes impossibles à clore, ethnographie de quelques nœuds épistémiques et moraux en fin de vie. Donc, c'est un article qui a été publié dans la revue d'anthropologie des connaissances dans un dossier qui était coordonné par deux sociologues suisses, Fabienne Malbois et Alexandre Lamblay. Donc, en SHS, souvent les numéros de revue sont structurés autour d'une thématique et dans ce cas-là, il s'agissait de questionner la dimension sensible du connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait considérer que la connaissance et le savoir ne relèvent pas d'opérations qui sont seulement purement cognitives, qui seraient seulement logées dans l'esprit ou le cerveau de celui qui mène ces activités, mais qu'elles sont aussi éminemment sensibles et matérielles. C'est pas que sensibles les émotions, mais c'est aussi la matérialité du connaître. Donc il s'agissait du coup de considérer qu'est-ce qu'il en était de cette dimension sensible du connaître, en particulier dans le soin et dans la pratique du care. Et cette question, j'ai proposé de la traiter en m'appuyant sur une enquête ethnographique que j'ai menée au sein d'une unité de soins palliatifs il y a une dizaine d'années. Donc, je souligne ce temps long, en fait, pour rappeler qu'il est nécessaire, en particulier dans nos disciplines, mais c'est aussi pour poser d'emblée que le contexte n'est pas le même qu'aujourd'hui, évidemment. Et mon enquête, elle a eu lieu au moment où la loi Claeys-Leonetti allait être votée. Donc, elle était en train d'être votée, on va dire. Dans cet article, je me suis intéressée à la prise en charge de la douleur. Pourquoi? À la fois parce que c'est effectivement, je vous apprends rien, une mission centrale des soins palliatifs, et à la fois parce que ça soulève un certain nombre de problèmes pratiques et de questions qui me semblent très intéressantes. Donc il y a une sociologue qui s'appelle Isabelle Bassanger qui rappelle que la douleur, je la cite, c'est l'expérience privée d'une personne à laquelle nul ne peut avoir directement accès. Pour être communiquée à autrui, elle dépend toujours de la parole d'un sujet. En ce sens, c'est un objet médical d'une nature différente d'autres entités qui sont directement lisibles dans le corps ou à travers les examens biologiques. Et du même coup, la question que je me suis posée et qui se pose, je pense, à nombre d'entre vous, c'est qu'est-ce qu'on fait quand les personnes ne sont plus en capacité de présenter leurs symptômes aux médecins et aux soignants, de coopérer? Comment est-ce qu'on appréhende leur douleur? Comment faire finalement quand la première personne échappe alors même que la grammaire de la douleur requiert d'en passer par cette première personne « j'ai mal ». Donc, qu'est-ce qui fait quand on n'a plus quelqu'un pour dire « j'ai mal ». La question, elle se pose de manière vive en soins palliatifs, à mon sens, à la fois parce que les personnes qui arrivent dans ces services présentent le plus souvent des douleurs vives et qu'elles sont plus nécessairement en capacité de répondre de leurs douleurs. Donc, comment intervenir dans ces situations où l'incertitude est grande et où il ne s'agit pas seulement de soulager les douleurs des patients, mais également de définir et de déterminer ce qu'il en est de ces douleurs. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la méthodologie de mon enquête, simplement vous dire que qui dit enquête ethnographique dit immersion sur un temps relativement long dans un service. Dire également du coup que son compte-rendu, parce que ça peut être un peu déroutant, prend la forme d'un récit. Et donc, dans mon article, j'ai proposé un récit de 2 situations. Et enfin, troisième chose que je voudrais dire, c'est que ces récits prennent le parti de rendre compte de l'action, de la réflexion et ici de l'enquête sur la douleur en train de se faire. Donc, au moment où ça se passe, et qu'on se garde bien du coup de donner une lecture rétrospective ou a posteriori de ce qui s'est joué. Donc, mon premier récit part du trouble qui saisit l'équipe devant les gémissements ou face aux gémissements de Madame Duchamp. Donc ces gémissements, ils sont non seulement continus, ça fait 1 semaine qu'elle est arrivée dans le service et il semble qu'elle gémisse en permanence.
Moi, je viens d'arriver, hein, mais également parce qu'ils se répandent dans le couloir à tel point que l'assistante sociale dont le bureau est de l'autre côté du couloir s'en est émue auprès de l'équipe. Donc ces gémissements font l'objet d'un travail de problématisation de la part de l'équipe, mais aussi de la part des proches de la patiente, de sa famille en l'occurrence. Et grosso modo, il y a 2 lignes interprétatives qui se dégagent. Suivant une ligne, les gémissements sont appréhendés comme l'expression de douleur, et donc en tant que tel, il faut les traiter. Donc c'est une interprétation qui fait fond en même temps sur quelque chose de l'ordre du sens commun, hein, pour qui gémir, c'est exprimer une douleur. Mais il y a aussi une seconde ligne interprétative, suivant laquelle les gémissements peuvent être appréhendés autrement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nécessairement signes de douleur. Et au sein de l'équipe, ceux qui font valoir cette interprétation s'appuient notamment sur le fait que quand la patiente est arrivée dans le service une semaine auparavant, son mari et ses filles ont dit qu'elle avait toujours gémi et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Donc la première chose que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a une place qui est faite ici au savoir des proches. Donc c'est quelque chose qui a été bien repéré, hein, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une patiente incapable de dire j'ai mal, plus largement de présenter ses symptômes, on va s'appuyer sur ses proches et sur les habitudes qu'ils ont pu forger. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que le savoir des proches ici est susceptible de rompre avec le sens commun, puisque c'est les proches qui ont invité l'équipe à considérer que ces gémissements continus n'étaient pas forcément significatifs, en tout cas signe de douleur. Et il semble que ça n'ait pas été si évident que ça à entendre par l'équipe, puisqu'elle a demandé à la famille d'avoir une présence rapprochée, donc pour les accompagner un petit peu dans cette chose-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce savoir des proches s'appuie effectivement sur des habitudes qu'ils ont forgées, qui leur avaient permis d'apprendre à reconnaître les manifestations de douleur de leur femme ou de leur mère. Mais ce qu'il y a lieu de remarquer, c'est qu'il est mis à l'épreuve. C'est-à-dire que si ça revient un peu sur le tapis des discussions en transmission, c'est aussi parce qu'une infirmière fait remarquer que désormais, la famille s'inquiète de ces gémissements et qu'elle demande à l'équipe d'intervenir. Donc ce qu'on voit, c'est que les savoirs et les habitudes des proches, elles peuvent être aussi prises de court du fait que les capacités des personnes en fin de vie s'amenuisent et que l'enquête des proches, du coup, risque finalement d'être dépourvue de ce qui en fait sa force, à savoir les habitudes construites sur le temps long et sur la familiarité avec la personne. Donc, dans un entretien que la famille a sollicité auprès du médecin, les filles de la patiente disent que jusque-là, elles s'appuyaient sur les yeux et sur le regard de leur mère pour savoir si elle avait mal ou pas, mais qu'elles ont remarqué depuis quelques jours que c'était plus une prise pertinente. Et le médecin va dans leur sens, il leur dit qu'en effet, le regard de Madame Duchamp n'est plus un marqueur de souffrance et il les invite à trouver d'autres signes. Il leur en propose un, la veille, pendant que les soignantes faisaient la toilette de la patiente, elle avait le front plissé, c'est un signe de souffrance, leur dit-il, et les filles répondent qu'elles avaient aussi repéré cela. Donc on voit que les soignants comme les proches sont impliqués dans une enquête, mais qu'ils savent aussi, soignants et proches, qu'il faut la réajuster en permanence quand les signes qu'on tenait pour significatifs font défaut. Néanmoins, ça n'a rien d'évident, y compris cette nouvelle proposition que fait le médecin, le front plissé comme marqueur de souffrance. Il n'y a aucune garantie là derrière. Je remarque effectivement qu'à l'issue d'une toilette, il y a une infirmière qui masse le visage de Madame Duchamp pour vérifier si les traits crispés de son visage peuvent être facilement relâchés ou pas. Autrement dit, pour vérifier si les plissements de son front sont marqueurs de souffrance ou non. Parce qu'en fait, ce qui est délicat dans l'enquête sur la douleur, c'est que c'est une enquête sur nos perceptions, en fait. Est-ce que ce que nous percevons, c'est un signe de douleur ou pas? On peut considérer que le front plissé, c'est un signe typique de la douleur. C'est ce que suggère notamment le médecin et ce qu'ont repéré les filles. Mais précisément, en fait, le fait que ce soit un signe typique ne suffit pas à garantir que ça dise quelque chose de ce qu'il en est dans cette situation singulière. Je note par exemple qu'un autre médecin du service s'interroge à un moment sur une autre patiente, qui a les sourcils constamment froncés. C'est une patiente qui présente des troubles cognitifs importants, donc elle ne peut plus s'exprimer non plus et dire si elle a mal.
Et donc, pour répondre à la question de savoir si elle a mal, il s'appuie sur un premier test. À un moment, le traitement de la patiente est interrompu et ça n'a rien changé. Mais il s'appuie aussi sur une photo d'elle qui se trouve sur sa table de chevet et sur laquelle on la voit des années auparavant. Et le médecin remarque, en fait, elle a toujours eu tendance à avoir les yeux grands ouverts, ça ne va pas changer maintenant. Autrement dit, ici, le signe typique de la douleur, le froncement, n'est finalement pas jugé significatif. Il peut aussi être la trace de la manière singulière qu'a quelqu'un d'ouvrir ses yeux très grands. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à reconnaître des signes qui ne sont pas communément signes de douleur et inversement. Et donc, il faut équiper ses sens autrement. Et cela demande d'en passer par l'émergence d'une communauté d'enquêteurs qui inclut non seulement des médecins et des soignants, mais aussi d'autres, par exemple l'assistante sociale ou la famille du patient. Donc, je voudrais revenir maintenant sur ce que je disais tout au début, à savoir que grosso modo, il y avait 2 lignes interprétatives qui étaient en tension dans cette situation. Est-ce que les gémissements sont signes de douleur ou pas? D'abord, je voudrais faire remarquer que ces lignes, même si elles sont en tension, ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre, mais qu'elles participent d'une dynamique d'enquête commune. Et ce qui me permet de dire ça, c'est en particulier le fait que le médecin qui a défendu fortement l'idée que les gémissements continus de Madame Duchamp n'étaient pas nécessairement signes de douleur, et qui avait de ce fait résisté à la proposition que lui avait faite une infirmière d'introduire du Rivotril, donc infirmière qui défendait la position inverse, les gémissements sont signes de douleur, il faut les traiter, introduisons une thérapeutique supplémentaire. Ce médecin n'en a pas moins prescrit du Rivotril en si besoin à la patiente. Donc le lendemain du jour où le médecin avait dit non, on est en train de la shooter, attention, le lendemain matin, aux transmissions, il y a une infirmière qui fait état de ce que Madame Duchamp a dormi cette nuit jusqu'à 2 heures, qu'après elle a eu ses gémissements habituels et des douleurs, que l'infirmière de nuit lui a donné du Rivotril à 6h30. L'infirmière qui la veille avait proposé d'introduire ce traitement ajoute « Rivotril qui a été efficace, elle dort ». L'après-midi, aux transmissions, cette même infirmière rapporte qu'on n'a pas entendu Madame Duchamp geindre de sa maladie dans la matinée. Et le médecin intervient en disant « C'est juste qu'on est en train de la shooter, je vous le dis, c'est pas de la douleur, on la shoot ». Donc ce qui m'intéresse de relever ici, c'est qu'il y a ce que j'ai proposé d'appeler dans l'article une conjonction paradoxale. C'est-à-dire que c'est pas parce que le médecin a mis en garde les infirmières contre les effets du Rivotril qu'il n'en a pas prescrit. Mais c'est pas parce qu'il a prescrit du Rivotril qu'il a abandonné sa ligne interprétative et qu'il s'est rangé à l'idée que les gémissements de Madame Duchamp étaient signes de douleur. C'est pas ou bien, si vous voulez. C'est les deux, en fait, alors même que ça a l'air d'être exclusif. Les deux perspectives, elles coexistent donc dans la situation à même leur tension. On n'a pas une interprétation contre une autre, ou bien les gémissements ne sont pas des signes de douleur et alors il faut se garder d'intervenir, ou bien les gémissements sont signes de douleur et alors il faut au contraire intervenir. C'est à la fois l'une et à la fois l'autre. En l'état, effectivement, l'équivalence entre gémissement et douleur, ça n'est jamais qu'une présomption, il n'y a aucune certitude. Quand je rediscute avec le médecin, il va formuler le problème dans les termes d'une des tensions que vous connaissez bien, parce qu'elle est inhérente à la prise en charge palliative, à savoir qu'il faut soulager au maximum les souffrances des patients, mais sans pour autant précipiter les choses. Donc la conjonction paradoxale, c'est finalement une manière de négocier cette tension. Le médecin peut à la fois mettre en garde ses collègues constamment, en leur disant « je vous le dis, c'est pas de la douleur, on la shoote », tout en n'en introduisant pas moins un traitement susceptible de la shooter. Et il ajoute les gémissements, enfin le médecin me dit encore en entretien, les gémissements, ça peut être aussi bien l'expression d'une souffrance que le mode d'expression de la patiente. Donc là, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette proposition, mode d'expression de la patiente. On entend du coup le souci qu'a le médecin de ce que la patiente puisse continuer à s'exprimer, dans sa réticence, y compris du coup à l'endroit de la shooter. En tout cas, donc sinon qu'elle s'exprime, en tout cas de ce que les uns et les autres continuent à la considérer comme un être expressif, même quand le sens de cette expression, de son expression,
n'est plus immédiatement accessible, on ne sait pas ce que disent ces gémissements, ce qu'ils signifient, ou même quand il faut s'accommoder de certaines bizarreries expressives à l'instar de ces gémissements. C'est effectivement bizarre d'avoir des gémissements comme mode de communication ou d'expression. Finalement, on peut se demander, les gémissements de Madame Duchamp sont-ils expressions mécaniques, corporelles, réflexes, puisque le médecin explique à la famille qu'il peut s'agir d'un relâchement au niveau de la langue ou du larynx qui provoque mécaniquement ces gémissements? Ou bien est-ce que ces gémissements sont dotés d'une intentionnalité et donc sont la manifestation d'un être aussi altéré qu'il soit? Et ce qui m'intéresse, c'est de relever que précisément les hésitations et les atermoiements des uns et des autres, des membres de l'équipe, des proches, évitent quelque part d'avoir à trancher entre ces propositions, évitent d'avoir à établir une ligne de partage entre ce qui serait d'un côté des sujets agissants, pleinement maîtres de leurs actes, versus des objets qui seraient totalement agis et inertes. Donc ces oscillations, ces hésitations, ces atermoiements permettent finalement de négocier le caractère extrêmement indéterminé de la situation. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne sait pas vraiment comment s'y rapporter et on se garde de trancher. Ce que je note aussi, du coup, c'est que le médecin se retient d'intervenir. Et donc, je voudrais revenir sur ce point. Qu'est-ce qui retient d'intervenir? C'est là où j'en arrive à la seconde situation ou au second récit que je propose dans mon article. Donc, dans cette seconde situation, on retrouve les soignants et le médecin engagés dans une enquête collective. La difficulté, elle tient à ce que, cette fois-ci, le patient est épuisé et parle en outre très mal français. Donc, si bien que l'équipe n'arrive pas à savoir si ses douleurs sont somatiques, s'il est anxieux, et si ces douleurs sont à ce point insupportables que le patient demanderait, mais sans le demander, à être sédaté. Donc, lors des transmissions, une infirmière suggère d'augmenter l'hypnovèle. Le médecin se montre réservé et il répond notamment qu'il est réservé parce qu'en fait, il augmente déjà l'hypnovèle régulièrement, un peu tous les jours. Il est réservé aussi parce qu'il attend des résultats d'examen et qu'il espère que ces résultats lui permettront de mieux comprendre les douleurs de ce patient. Et enfin, il exprime sa réserve dans les mêmes termes que ceux à propos de Madame Duchamp. On shoot, on coupe quoi, si on augmente l'hypnovèle. Donc, je ne peux pas rentrer ici dans les détails des examens qu'il fait, des hypothèses qu'il formule et des résultats qu'il obtient, mais disons seulement que ces examens médicaux ne lui permettent jamais d'obtenir une cause explicative des douleurs de ce patient. Ça lui permet seulement d'exclure certaines causes. Ce n'est pas une occlusion intestinale, ce n'est pas une hypoglycémie, ce n'est pas une hypokaliémie, etc. Ce que je voudrais dire ou faire remarquer, c'est que du coup, l'enquête, elle est en permanence relancée. Parce qu'il y a de fait toujours une nouvelle hypothèse à formuler, à vérifier, toujours une nouvelle cause possible à explorer. Donc en relançant l'enquête en permanence, le médecin temporise. Il évite d'avoir à prendre la décision de sédater le patient. Et si cette décision est si difficile à prendre, c'est parce que le médecin me dit qu'elle est radicale, on coupe tout. Donc, je voudrais m'arrêter là-dessus. C'est-à-dire que dans cette acception, on coupe tout. La sédation pose problème parce qu'elle introduit quelque chose de l'ordre d'une rupture ontologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sédation, ainsi comprise, ou comprise en ces termes-là, va à rebours du souci qu'ont les soignants de préserver l'agentivité des patients, va à rebours de cette attention si grande et si belle qu'ils déploient pour repérer des signes qui défient la sensibilité ordinaire ou commune. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de remarquer que ce qui se passe très concrètement en pratique ou en situation vient compliquer cette conception qui du coup apparaît un peu théorique et très discursive de la sédation. D'abord parce que si on regarde bien ce qui se passe, la sédation, elle est dans une forme de continuité. Elle s'inscrit dans le cadre des enquêtes que le médecin relance en permanence. Quand le médecin envisage de sédater le patient, il parle de mettre en pause le patient, donc de voir si ça va changer quelque chose ou pas. Donc on est toujours dans une logique ou dans une dynamique expérimentale. Qu'est-ce que la sédation va faire à ce patient? Est-ce qu'elle va lui apporter le soulagement escompté ou pas? Deuxième chose,
ça m'intéresse de remarquer que quand ce patient se retrouvera dans le coma, certains soignants ne s'en apercevront pas. En tout cas, pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au cours de transmission, le médecin dit de ce patient qu'il est désormais dans le coma. Une infirmière et une aide-soignante s'en étonnent. Ah bon, il est dans le coma? Et on leur répond que oui, ça fait déjà quelques jours. Et elles s'en étonnent parce qu'elles disent qu'elles l'ont retrouvé la veille, couché sur le ventre face au matelas, alors qu'elles l'avaient laissé allongé sur le dos. Et elles disent, il s'est mis sur le ventre parce qu'il avait mal au dos, il s'est couché carrément à plat sur le ventre. Donc, alors que le patient est dans le coma et que leurs collègues le leur confirment, ces soignantes n'en continuent pas moins à prêter une part d'action et une forme de rationalité à la conduite du patient. Il s'est mis sur le ventre parce qu'il avait mal au dos. Donc, leurs observations ne concordent pas tout à fait avec la description suivant laquelle ce patient est dans le coma. Pour autant, on ne va pas réviser le cadre interprétatif, il est bien dans le coma, mais on va juste le réajuster. Il est dans le coma, mais c'est possible qu'il ait des phases d'éveil. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que le coma apparaît moins comme un état stable ou homogène, donc de l'ordre de cette rupture ontologique qui est présente dans le discours On coupe tout, suivant laquelle ou bien on est dans le coma et inconscient, ou bien on est éveillé et bien conscient. Donc, du coup, le coma, c'est moins un état stable ou homogène qu'un trajet qui peut osciller, parfois, pour certains patients, entre des phases d'éveil et des phases de perte de conscience. Et quand, une semaine après le décès du patient, je rediscute avec le médecin et je lui dis, voilà, ce patient, il avait été considéré par certains membres de l'équipe comme un bon candidat à la sédation, mais ça a finalement il n'a pas été décidé d'en faire une. Le médecin revient sur le temps qu'il a pris pour rechercher toutes les causes de l'inconfort, sans arriver à les épuiser ni à en trouver une. Et il ajoute, donc je vais le citer, et je vous invite à prêter attention à ses formulations et à la grammaire de sa réponse. Donc il me dit, si l'idée de sédation a été abandonnée chez lui, c'est parce qu'en fait, il a fini par entrer en sédation tout seul. C'est-à-dire qu'il avait un niveau d'agitation qui augmentait au fur et à mesure, donc on y a apporté des traitements. Ce n'est pas une démarche de sédation stricto sensu, telle qu'elle est décrite par les recommandations, mais c'est des traitements qui ont suffi à désamorcer ce truc qu'il avait en lui et qui l'ont plongé dans un... Il ne termine pas sa phrase. Alors, je ne sais pas si c'est notre traitement ou si c'est l'évolution de son état, mais toujours est-il qu'il est arrivé à un état de sédation sans qu'on ait enclenché une démarche de sédation. Enfin, son évolution a fait qu'il a réagi tout seul, qu'il s'est mis en état lui-même de coma et qu'il en est mort. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment facile à entendre juste à l'oral, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que le médecin se reprend constamment dans ses formulations et qu'il hésite en fait. Est-ce que ce sont nos traitements qui l'ont plongé dans le coma ou est-ce que c'est l'évolution de son état? Et il peut dire à la fois que c'est le patient qui s'est mis en état lui-même de coma ou de sédation tout seul, et en même temps, comme il sait aussi que cette proposition, il ne peut pas la tenir jusqu'au bout, parce que évidemment aussi que les interventions de l'équipe, les traitements dispensés ont produit des effets, notamment l'hypnovel dont il avait augmenté les doses un peu chaque jour. Du coup, on voit que le médecin n'arrive jamais finalement à déterminer qui est le sujet de l'action sédation, ou en tout cas qu'il se garde bien d'en imputer un. Donc, ce qu'on voit, c'est que la grammaire de sa réponse ne peut pas distinguer, une fois pour toutes, entre les sujets et les objets de l'action. Elle ne parvient pas à déterminer les causes ou les effets, et il est difficile d'imputer des intentions aux actions. Donc, c'est une grammaire qui oscille entre la voie active et la voie passive. Tantôt, le médecin dit que ce sont les traitements qui ont conduit à la sédation, tantôt il dit que c'est le patient qui s'est mis en sédation, passif-active. Donc cette voie qui n'est pas tout à fait active, mais qui n'est pas tout à fait passive non plus, elle s'apparente finalement à une voie qu'on retrouve chez les Grecs, la voie moyenne, et c'est une autre déclinaison de ce que j'ai appelé tout à l'heure la conjonction paradoxale. Donc cette voie moyenne qui n'est pas tout à fait passive, pas tout à fait active, ainsi que les conjonctions paradoxales, elle présente l'intérêt de ménager la possibilité que le trajet des patients en fin de vie ne soit pas totalement à raisonner ou déterminé par la raison médico-scientifique. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, le médecin temporise en relançant l'enquête en permanence sur les causes de l'inconfort, c'est-à-dire qu'il introduit de la durée. Et en introduisant de la durée,
eh bien, il défait le causalisme. On n'a pas un effet immédiat, introduction d'un traitement, sédation. Donc, pour justifier sa réticence à introduire le Rivotril ou l'Hypnovel, le médecin disait aussi « nos thérapeutiques ne sont pas anodines ». Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en introduisant de la durée, en temporisant, les soignants et le médecin s'ouvrent à la contingence. Ce n'est pas tout à fait eux qui ont provoqué cette quasi-sédation, mais ce n'est pas tout à fait le patient non plus. Et quand j'en reparle avec le médecin une semaine après le décès du patient, il me dit « il est parti, ce patient, avec une part de mystère. Il y a des choses qu'on ne saura pas et que son épouse ne saura pas. » Il n'escamote pas non plus l'inconfort, il me parle de toute cette tempête que ce patient a vécue sur la fin. Mais il maintient aussi le caractère irréductible de cette fin et de cette durée qu'elle a eue. Il y a finalement l'idée que ceux qui résistent, de ces êtres en proie à des profondes métamorphoses, n'en méritent pas moins d'être considérés, que dans ces résistances se loge une singularité qui demeure inaccessible, incompréhensible par un tiers, qui soit proche ou soignant, mais qui requiert qu'on y prête attention et qu'on en prenne soin quelque part. Et en parlant de mystère, ce médecin qui pourtant est extrêmement attaché au savoir et à l'épistémologie de la médecine moderne, ce médecin se tient du coup au bord de ce savoir auquel il tient tant. C'est un mystère, il ne saura pas ce qui s'est passé. Et donc il laisse ouvert le sens de ce qui se passe et il se garde bien quelque part d'arriver à avoir le fin mot de l'histoire. Donc au final, ce que je voudrais dire ou retenir quelque part en guise d'ouverture, c'est que ce que ces deux récits donnent à voir, c'est qu'il n'y a pas de résolution, ou il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Ce qu'on voit aussi, c'est que les uns et les autres résistent à clore l'enquête. Le doute sourd toujours, y compris une semaine après le décès d'un patient quand on en rediscute avec le médecin. Et la proposition que j'ai envie de vous faire pour conclure, c'est finalement de considérer la puissance éthique que contient ce geste qui consiste à résister à clore l'enquête et à maintenir ouverte la détermination de ce qui se passe. Donc qui en même temps est extrêmement inconfortable, puisque du coup on maintient le trouble et on maintient possiblement aussi l'inconfort de tous les côtés. Mais maintenir le trouble, c'est aussi du coup aiguiser son attention, entretenir du coup ou cultiver un souci, et donc ne pas s'en départir, un petit peu comme un aiguillon qui sans cesse en fait rappelle l'énigme, ce mystère sur lequel on achoppe. Voilà, je vous remercie de votre attention.